Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Les médias israéliens nous donnent ce matin le sentiment, en consultant la presse et les sites d'information et en les consultant eux-mêmes, nous donnent le sentiment que de jour en jour, l'étau est en train de se resserrer autour du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans les affaires judiciaires le concernant. Et le fait est qu'une affaire peut en cacher une autre. Ainsi, pour la seule journée d'hier, 2 développements importants sont intervenus. Le premier se rapporte au dossier 3000 qui concerne la vente de sous-marins allemands à l'État hébreu. La police a interrogé hier à 2 reprises maître David Shimron, qui est l'avocat, l'ami intime et le cousin du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et à l'issue de ces interrogatoires, elle lui a formellement interdit de parler au Premier ministre au téléphone et l'a assigné à résidence. Shimron est soupçonné d'avoir tiré un profit financier et personnel de la vente de ces sous-marins allemands à Israël, puisqu'il était donc à la fois très proche du Premier ministre sur le plan politique et du consortium allemand ThyssenKrupp sur le plan commercial, le consortium qui a donc fourni ces sous-marins à l'État hébreu. Tous les sites d'information ce matin nous indiquent que la police aurait décidé d'interroger Binyamin Netanyahou dans cette affaire pour tenter de vérifier ce qu'il savait des liens entre David Shimron et ThyssenKrupp avant de conclure le juteux marché qui a donc permis l'acquisition de ces sous-marins, il faut le souligner, contre l'avis du ministre israélien de la Défense de l'époque, Moshe Ya'alon. D'ailleurs, dans une interview à la chaîne Fox, ce dernier n'a pas hésité à dire qu'à son avis, M. Netanyahou allait être inculpé dans cette affaire. Dans la nouvelle affaire liée à la compagnie israélienne de téléphonie Bezeq, on retrouve également l'empreinte d'une personnalité très proche de M. Netanyahou. Il s'agit cette fois du directeur général du ministère des Télécommunications, Shlomo Filber. Dans le dernier rapport publié hier par le contrôleur de l'État, Yosef Shapira, ce dernier révèle la proximité entre le Premier ministre, qui, il faut le souligner, a été pendant plus d'un an également ministre des Télécommunications, et le patron de Bezeq, Shaul Aliyovitch. Et il déplore, donc le contrôleur de l'État déplore que ni M. Netanyahou ni le directeur général du ministère de la Communication, Filber, n'aient fait état dès 2015 de ces liens, car cela aurait immédiatement permis de constater qu'il y avait là un conflit d'intérêts. Au lieu de cela, Filber a continué à promouvoir dans une étonnante rapidité un plan accordant un statut particulier à la compagnie Bezeq. Et ce n'est qu'un an plus tard, l'an dernier, que M. Netanyahou a demandé à ne pas traiter du dossier Bezeq, justement en raison de sa proximité avec Aliyovitch. Un Aliyovitch qui a déjà été interrogé plusieurs fois par la police et qui est assigné pour l'instant à résidence. Ce qui est intéressant de souligner, au-delà de cette nouvelle affaire révélée donc par le contrôleur de l'État, c'est que le Israël Hayom, qui est considéré généralement comme le journal très pro-Binyamin Netanyahou, titre en manchette ce matin sur les reproches faits par le contrôleur de l'État dans cette affaire autour de l'affaire Bezeq, donc des reproches faits à Binyamin Netanyahou. D'ordinaire, le quotidien gratuit s'en prend plutôt aux accusateurs de Netanyahou, mais là, eh bien, il consacre la moitié de sa première page à détailler les griefs faits au Premier ministre et à son proche Shlomo Filber. Face à ces développements, Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, écrit ce matin dans son éditorial « Il est impossible de continuer à dire qu'il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien ». C'est la phrase préférée de Binyamin Netanyahou ces derniers mois autour des différentes affaires judiciaires le concernant. Les révélations du contrôleur de l'État prouvent le contraire. De toutes les affaires dont on parle, prises séparément ou ensemble, eh bien, ressort une odeur de corruption. Le pouvoir corrompt, écrit Nahum Barnea en citant Lord Acton, mais il rajoute également dans le même temps, il rajoute que même le temps corrompt. Trop de temps et trop de pouvoir corrompent à plus forte raison, écrit ce matin Nahum Barnea. Dans le Israël Hayom, on indique que l'une des premières répercussions de cette nouvelle affaire, eh bien, c'est la chute des actions de Bezeq. Une journée a vu ses gains baisser à la bourse de Tel Aviv de quelques 2 milliards de shekels. Les quotidiens et les médias israéliens relatent la rencontre d'hier entre Jason Greenblatt et Binyamin Netanyahou à Jérusalem et nous révèlent que Greenblatt s'entretiendra aujourd'hui avec le leader palestinien Mahmoud Abbas. On ne sait quasiment rien sur ces entretiens, mais le quotidien Al-Hayat, qui paraît à Londres, croit savoir que le président Trump est résolu à convoquer Mahmoud Abbas et Netanyahou pour un sommet qui marquerait la relance du processus de paix, peut-être au mois de septembre prochain. Si les pourparlers reprennent, eh bien, il s'agira alors de débattre des dossiers au cœur du conflit israélo-palestinien, comme le statut de Jérusalem, les frontières et les réfugiés
palestiniens. Et puis le Israel Hayom souligne également que pour la première fois aujourd'hui, pour la première fois depuis 2 ans, les représentants du Quartet, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'ONU se rencontreront à Jérusalem pour débattre justement des chances de relance du processus de paix. Le Maariv nous annonce en page d'ouverture que le programme d'élargissement de la ville palestinienne de Kalkilia a été suspendu hier pour une dizaine de jours par le cabinet restreint pour la sécurité nationale à la suite des protestations de plusieurs ministres membres du cabinet restreint comme Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Il a été décidé de mettre à profit ces 10 jours pour permettre au Conseil pour la sécurité nationale de déterminer les répercussions sécuritaires d'un tel projet sur la zone C, une zone qui est sous le contrôle exclusif israélien. Je vous rappelle que le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, tente actuellement de promouvoir une initiative de construction de quelques 6 000 unités de logement dans la ville de Kalkilia. Le problème de cette initiative, c'est que cette construction doit se faire en zone C, sous contrôle israélien, et qu'elle permettra à Kalkilia de s'étendre vers l'est et de quasiment toucher la ville voisine israélienne de Kfar Saba. Lieberman a expliqué que son plan avait obtenu l'aval de l'échelon militaire. C'est une polémique au sein de la droite, mais entre une droite responsable et une droite messianique, a déclaré Lieberman, qui a précisé que sur les 6 000 unités de logement, 1 000 sont déjà construites et le reste ne le sera pas immédiatement, mais de manière échelonnée jusqu'en 2035. Durant les 10 prochains jours, le Conseil pour la sécurité nationale devra donc déterminer si oui ou non la construction aura des répercussions sécuritaires. Le Haaretz souligne ce matin, dans sa page d'ouverture de son site, que Mahmoud Abbas a téléphoné hier à Avi Gabay pour le féliciter pour son élection à la présidence du Parti travailliste. En réponse, Gabay a proposé à Abbas de rompre la glace en prenant l'initiative d'une rencontre au sommet avec Binyamin Netanyahou, une rencontre qui permettrait d'instaurer, je cite, un climat de confiance qui n'existe pas pour l'instant entre les deux parties. Et puis, il faut le souligner, Avi Gabay a suggéré à Mahmoud Abbas de modifier le contenu des manuels scolaires palestiniens, ces fameux manuels qui incitent à la haine contre Israël. Les journaux israéliens nous annoncent ce matin que la Cour suprême a décidé de rouvrir un débat autour de l'ouverture des supermarchés le Shabbat. Il y a 3 mois, la Cour suprême avait donné son feu vert au maire de Tel Aviv, Ron Hulday, pour autoriser l'ouverture durant le Shabbat de ces supermarchés. Mais depuis, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri, a demandé à la Cour d'entendre plusieurs avis sur ce dossier déterminant, a-t-il dit, pour le peuple juif. Et le juge Eliakim Rubinstein a donc décidé de rouvrir le débat, même s'il a pris déjà sa retraite de la Cour suprême, mais comme il avait déjà traité le début de ce dossier, il continue à le traiter, et c'est la présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor, qui décidera qui sera le juge ou la juge chargée de ce dossier très délicat. Dans le Times of Israel, on apprend que l'assassin de Sarah Attal Halimi a été mis en examen hier pour homicide volontaire, mais attention, sans que ne soit retenu à ce stade le caractère antisémite de son acte. Il faut souligner que cet assassin avait roué de coups et défenestré Sarah Halimi, une femme juive, en avril dernier à Paris. Il a donc été mis en examen lundi pour homicide volontaire et séquestration sans que ne soit retenu à ce stade donc le caractère antisémite de cette agression. Et puis toujours le Times of Israel se fait l'écho de la marche des musulmans contre le terrorisme, une marche organisée par l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui a conduit les participants hier à l'école Oratora, anciennement Otsaratora de Toulouse, où s'est produit, vous le savez, le massacre du 19 mars 2012, ainsi après qu'ils se soient rendus, donc ces imams, à l'Hypercacher et au Bataclan à Paris. Les 30 imams qui participent donc à cette marche ont rencontré à Toulouse le Rav Yaakov Monsonego, directeur de l'école Oratora, qui a perdu dans l'attentat à sa fille Myriam. Et dans la cour de l'école, les imams ont prié. Et puis toujours dans le Times of Israel, mais cette fois dans une atmosphère plus décontractée, le site en français revient sur la soirée du Tel Aviv Comedy Club qui s'est tenue à Tel Aviv le jeudi dernier en présence d'Eli Semoun, une soirée organisée par un Olé Hadash qui aime bien rigoler, Emmanuel Smadja, qui s'est inspiré du Marrakech Comedy Club de Jamel Debbouze pour créer le même concept à Tel Aviv en organisant une soirée de rire avec des humoristes comme Sébastien Guetta, Sacha Judasco et Judith Mergui que nous connaissons bien, entre autres donc une soirée qui a connu un vif succès.
Nous l'avons dit tout à l'heure lors de notre entretien avec le docteur Yitzhak Weiss, c'est aujourd'hui que sera commémoré le souvenir de Théodore Herzl à l'occasion du 113e anniversaire de sa disparition. Une cérémonie se tiendra sur le mont Herzl en présence du Premier ministre, du président de l'État et du président de l'Organisation sioniste mondiale, Avram Duvdemani. À cette occasion, c'est le Haaretz qui est pourtant considéré comme un journal post-sioniste qui rappelle le nom de celui qui a inventé, on peut dire, le terme de sionisme. Il s'agit de Nathan Birenbaum, qui fut l'un des premiers militants sionistes et qui, dans un ouvrage en 1890, a évoqué ce terme, pour mentionner ce terme pour la première fois. Il faut souligner, pour la petite histoire, que Nathan Birenbaum, qui était au début un leader sioniste laïque, a été secrétaire général du premier congrès sioniste, a fait par la suite tchouva. Il est devenu l'un des leaders de la Goudat Israël orthodoxe. Et puis les médias et les sites d'information nous annoncent que c'est ce soir que s'ouvrira le Festival international du film de Jérusalem, avec plus de 180 films qui seront projetés dans la capitale pendant 2 semaines. Et c'est un film français, Le Redoutable de Michel Hazanavicius, qui sera projeté ce soir lors de la cérémonie inaugurale de ce festival, qui se tiendra dans la piscine du Sultan, en contrebas des murailles de la vieille ville. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour dialoguer avec Elisabeth Rosen. Et nous parlerons avec elle de cette problématique d'être un parent français d'enfants israéliens à la suite d'un blog qui a fait fureur, on va dire, sur le web. Un blog consacré à ce sujet, justement. Nous en parlerons dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.